Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En fait j'hésitais beaucoup entre vous faire des tops par rapport à l'année 2018 ou alors les trophées de 2018 parce que j'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé cette année dans le monde du catch, mais j'ai pas envie de revenir trop longuement dessus non plus parce que pour ceux qui suivent la chaîne chaque semaine, ce sont des sujets qu'on a déjà traités, mais il y a quand même certains moments qui m'ont vraiment marqué particulièrement cette année, donc j'ai décidé de vous faire un top 5 des moments marqués de l'année 2018. Donc on va parler un petit peu de tout, de la WWE, de la New Japan et du catch indépendant. Et en gros on va revenir sur des matchs ou des rivalités qui m'ont particulièrement frappé cette année, des moments qui te font comprendre en fait pourquoi t'es fan de catch. Donc bien sûr ce sont les 5 moments qui m'ont le plus marqué moi personnellement, donc c'est un top subjectif. N'hésitez pas à me donner les moments qui vous ont le plus marqué vous dans les commentaires. Et donc en numéro 5 on commence avec les débuts de Ronda Rousey à la WWE. Alors honnêtement j'avais un petit peu d'appréhension par rapport au début de Ronda Rousey à la WWE. À la base en fait j'avais peur de ce que ça allait donner. J'étais vraiment curieux de la voir catcher, mais j'avais un petit peu peur du résultat. Pas tellement dans le ring, parce que forcément c'est une athlète, donc à ce niveau-là je pensais qu'elle allait bien se débrouiller. Mais en fait c'était surtout au micro, parce que parfois j'avais l'impression qu'elle n'arrivait pas à transmettre les émotions, parfois je trouve qu'elle paraissait trop fausse en fait à l'écran, surtout lors de ses premières apparitions. Mais au final en fait tout ça c'était des conneries de ma part, parce que forcément c'est compliqué au départ, et je veux dire c'est simple pour personne d'être à l'écran devant des milliers de personnes et de devoir jouer un rôle. C'est quelque chose de compliqué qu'il faut apprendre petit à petit. La WWE ça s'apprend. C'est comme Tom LaRuffa que j'avais pu interviewer cette année et qui disait par exemple qu'il avait pu voir Sasha Banks au Performance Center, et au début quand elle essayait de faire des promos, et bien elle se retrouvait en larmes, elle pleurait parce qu'elle n'était pas habituée à parler devant des gens et elle avait peur. Aujourd'hui tu donnes un micro à Sasha Banks, je veux dire elle fait ce qu'elle veut avec la foule, donc c'est la preuve qu'il faut du temps, il faut une période pour apprendre en fait à gérer ces choses là. C'est pas non plus inné, il faut une période d'adaptation, mais honnêtement j'ai rarement vu une période d'adaptation aussi courte, que ce soit pour un catcheur ou une catcheuse. Ronda Rousey a réussi à s'adapter au monde du catch de manière incroyable, et elle est tout simplement devenue un des meilleurs éléments de la WWE. Que ce soit dans le ring au niveau des catcheuses, actuellement je pense que c'est une des meilleures catcheuses de la WWE, et à côté de ça en fait c'est devenu un des plus gros noms de la fédération. Elle vend des t-shirts, elle vend des billets, il suffit de voir quand elle arrive dans le ring la réaction qu'elle obtient, c'est une superstar. Et au début d'année elle n'existait même pas à la WWE, aujourd'hui elle fait partie du top 5 des superstars de la fédération. Donc ça c'est ce qui s'appelle un pari gagnant pour Vince McMahon et Triple H. Honnêtement pour avoir été à WrestleMania 34 cette année, je veux dire la réaction qu'a eu Ronda Rousey était incroyable, et je peux vous le dire même clairement, son match était le meilleur match de la soirée. En tout cas pour les personnes qui étaient dans l'arène, je veux dire c'était clairement les meilleures réactions de la soirée. Elle a même eu de meilleures réactions par exemple que Daniel Bryan qui effectuait son retour. C'était incroyable de voir le premier match de Ronda Rousey en direct dans cette arène de 75 000 personnes, et honnêtement si vous regardez un petit peu mes reviews, vous savez que je suis pour le fait de voir Ronda Rousey au bout d'un moment affronter des hommes. Et en fait moi cette idée vient de WrestleMania 34, parce que si vous vous rappelez bien, les moments en fait où elle se bat contre Triple H, c'est les moments où il y a eu les plus grosses réactions de la foule de tout WrestleMania. C'était vraiment la folie quand elle se battait contre Triple H, et c'est pour ça que moi ça me fait dire que les fans ont envie de voir Ronda Rousey contre des hommes au bout d'un moment. Mais déjà rien que de voir à quel point elle ajoute un plus à la division féminine actuellement, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau d'avoir cette espèce de main eventeuse qui a débarqué d'un coup de nulle part et qui est chez elle au final. Donc vraiment bravo à Ronda Rousey, parce qu'une telle adaptation à la WWE, j'ai jamais vu ça. Et clairement en fait je pense que c'est un des meilleurs paris de la WWE, et c'est la meilleure recrue de l'année 2018 parce que c'est la personne qui va leur apporter le plus d'argent à long terme, j'en suis persuadé. Je veux dire quand ça fait moins d'un an qu'elle est là et qu'on en parle déjà pour main eventer WrestleMania 35, je veux dire un match féminin qui pourrait main eventer WrestleMania 35, c'était impensable il y a quelques temps, et maintenant en fait tout le monde en parle, c'est clairement un choix plausible. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et surtout j'ai hâte de voir l'évolution de Ronda Rousey parce que c'est que sa première année, donc vraiment je pense que ça va aller en s'améliorant en fait au fil du temps. On continue avec le numéro 4, et encore une fois on va parler de WrestleMania 34, je suis désolé mais comme j'y étais forcément ça m'a marqué cette année. À la base c'était pas prévu du tout, mais comme je vous l'ai dit en fait il y a deux choses qui m'ont motivé à aller à WrestleMania 34 cette année. D'abord c'est le fait de voir l'Undertaker au moins une fois dans ma vie. En fait j'avais peur que potentiellement ce soit son dernier match cette année à WrestleMania, et ça m'aurait vraiment fait chier en fait en tant que fan que de ne jamais voir l'Undertaker au moins une fois dans ma vie, pouvoir vivre son entrée en fait sur place, le gong, la musique, les flammes. Je veux dire j'ai toujours rêvé de ça. La première fois que j'ai vu l'entrée de l'Undertaker à la télé c'était en 1994, donc c'était il y a 24 ans. Forcément en fait c'est quelque chose qui te marque et c'est quelque chose que tu veux vivre sur place. Donc ça on va dire que c'est une des raisons qui m'a poussé à aller à WrestleMania cette année, mais c'est pas la raison principale honnêtement.
En fait, moi, ce qui m'a motivé cette année, c'est le retour de Daniel Bryan. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, mais Daniel Bryan est un de mes catcheurs préférés depuis le premier show de la Ring of Honor en 2002. J'ai toujours cette cassette qui doit traîner chez moi quelque part. Si je me rappelle bien, je crois que le show s'appelait The Era of Honor Begins. Et je vais dire donc moi, depuis cette période, Daniel Bryan m'a toujours marqué. J'ai toujours suivi toute sa carrière sur les ligues indépendantes au Japon, etc. Et pour moi, clairement, en fait, à une période, c'était le meilleur catcheur du monde. Et en plus, à côté de ça, après, c'est devenu la plus grande superstar du monde. Et le fait qu'il se retrouve à la retraite, plus ou moins une retraite forcée, m'avait vraiment brisé le cœur. Et après ça, en fait, j'étais de tout cœur avec lui. J'attendais son retour parce que je voulais vraiment le revoir dans un ring. Et je veux dire, clairement, tu sentais que le gars ne vivait que pour ça. Le catch, c'est sa passion. Et là, on lui avait volé sa passion alors que les médecins lui disaient qu'il pouvait retourner dans le ring. Et il a dû se battre. Il a dû se battre pendant des mois et des mois avant que la WWE lui donne la permission à nouveau de pouvoir remonter sur les rings. Et au final, je m'en rappelle bien, ça a été annoncé lors de l'avant-dernier SmackDown, juste avant WrestleMania. Donc 10 jours environ avant WrestleMania, d'un coup, la WWE sort de nulle part que Daniel Bryan a reçu le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings. Et là, c'est le bordel sur internet, personne n'y croit au départ. Puis lors de SmackDown, t'as Daniel Bryan qui est de retour et qui dit qu'il s'est battu, mais il s'est pas battu pour rien et il va pouvoir effectuer son retour à WrestleMania. Et là du coup mon pote Ian Colby, qui est également un gros fan de Daniel Bryan, m'a écrit et il m'a dit: écoute, c'est un moment qu'on doit vivre en direct. Il faut qu'on y soit. Il faut qu'on soit là-bas en live pour vivre ce moment parce que ça va être incroyable Ali et tu peux pas rater ça si t'es un fan de Daniel Bryan. Et du coup je veux dire, c'est le genre de moment où au final il faut pas réfléchir très longtemps. Moi vous savez, je suis un petit peu dans cette optique où au final tu peux mourir demain. On sait jamais ce qui se passe dans la vie et du coup voilà, il y a des moments en fait où il faut vivre, il faut profiter de sa vie parce qu'on sait pas en fait ce qui peut se passer. Donc parfois faut y aller, faut essayer de vivre des choses et honnêtement tout ce que je peux vous dire c'est que ça valait le coup. Du coup on a pris nos billets d'avion, on a pris nos places pour les shows une semaine avant et on est allé à la Nouvelle-Orléans pour assister à WrestleMania, NXT et à Raw. Et voilà, voir le retour de Daniel Bryan et cette foule qui scande yes à fond, c'était incroyable. Et justement, limite, ce qui est intéressant dans le retour de Daniel Bryan, c'est que je trouve que ça s'est pas passé comme on le souhaitait au final. Parce qu'honnêtement, donc WrestleMania, c'était cool, mais c'était pas non plus un match de rêve. Et après, malheureusement pour lui, en fait, les premiers mois, il a totalement stagné. On a eu une rivalité horrible avec Big Cass, et après, en fait, depuis, il ne faisait plus grand chose à SmackDown. Mais justement, il vient de faire une interview cette semaine où il a déclaré lui-même qu'il pense que le vrai Daniel Bryan est de retour. Et en fait, ce nouveau Daniel Bryan, ce nouveau rôle qu'il joue actuellement, va potentiellement lui permettre de redevenir un des meilleurs catcheurs du monde. Parce qu'il explique lui-même que son retour ne s'est pas passé comme il le souhaitait, parce que lui, en fait, il avait imaginé différentes choses pour son retour. Il voulait un nouveau style, il voulait changer un petit peu sa gimmick, etc. Il voulait évoluer en gros. Mais apparemment, c'est la WWE qui lui a dit que non. Il faut qu'il revienne comme il était avant, parce que les fans veulent revoir exactement la même chose. Ils veulent le voir courir et faire un dropkick dans le coin, ils veulent le voir kicker dans la poitrine, ils veulent le même Daniel Bryan. Et du coup, Bryan a expliqué qu'au départ, lors de son retour, en fait, il s'est senti un petit peu menotté, parce qu'il était de retour, mais il ne pouvait pas faire ce qu'il souhaitait. Mais maintenant, depuis quelques semaines, depuis qu'il a effectué son heel turn, il trouve que justement ce nouveau Daniel Bryan est ce qu'il souhaite faire, et que ça va lui permettre de réatteindre le niveau de meilleur catcheur du monde, comme il y a quelques années avant qu'il quitte la WWE, où il déclare qu'il pense réellement qu'il était le meilleur sur la planète à ce moment-là, et personnellement, je suis totalement d'accord avec lui. Donc voilà, en fait, c'est un retour pour Daniel Bryan, mais surtout, c'est une sorte de renaissance. Le gars va essayer de renouveler son personnage, et honnêtement, je vois plein de fans qui se plaignent « Ah, j'aime pas ce Daniel Bryan, etc., etc. » Mais les gars, vous êtes pas censés l'aimer, en fait. Il est censé vous énerver, il est censé dire des choses énervantes, parce que c'est un heel. Et honnêtement, il le fait tellement bien que c'est parfaitement joué, et le fait de voir tellement de fans rager dans les commentaires ou sur Twitter prouve que Daniel Bryan joue parfaitement son rôle actuellement. Et il faut comprendre en fait qu'on peut pas tout le temps avoir le Daniel Bryan gentil. Les catcheurs c'est ça, parfois ils doivent être face, parfois ils doivent être heel. Et croyez-moi justement que pour redevenir un très grand babyface, Daniel Bryan avait besoin de ce passage en tant que heel. Donc une des choses que j'ai hâte de voir moi justement en 2019, c'est cette évolution de Daniel Bryan et le nouveau Daniel Bryan au top de SmackDown. Allez, maintenant on passe à la troisième position de ce top 5. Honnêtement on va parler d'une catcheuse dont j'aurais jamais imaginé parler en début d'année, c'est Becky Lynch. Alors là clairement c'est un sujet plutôt récent, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué en 2018, c'est l'explosion de Becky Lynch à SmackDown et dans la division féminine en général. Honnêtement, j'étais quelqu'un qui n'était vraiment pas fan de Becky Lynch en début d'année, parce que pour moi en fait elle n'avait rien de particulier. Elle avait un style totalement banal, au micro elle envoyait rien de spécial, et en fait elle avait pas de personnalité, elle avait pas d'attitude. Et si vous avez regardé ma review de SmackDown, je vous en ai parlé avec AJ Styles, j'ai l'impression que la WWE cherche de l'attitude actuellement, c'est ce qui manque en fait aux catcheurs,
et c'est ce qui déborde de chez Becky Lynch. Je veux dire, l'attitude de Becky Lynch cette année a été tout simplement incroyable, et ce qui m'a forcément marqué le plus en fait, c'est son invasion de Raw. Je veux dire, donc lors de l'invasion des catcheuses de SmackDown à Raw, on a vu une Becky Lynch qu'on avait tout simplement jamais vue à la WWE. Honnêtement, il faut pas oublier que le programme qu'on regarde, c'est du catch. Donc d'accord, c'est une série d'un côté et on regarde ça pour les rivalités, mais d'un côté c'est aussi un show de combat et on regarde ça pour la violence. Et moi, comme je vous l'ai dit, la Becky Lynch qu'on a vue lors de ce Raw avant les Survivor Series, ça m'a tout simplement fait penser à Steve Austin, et pour moi c'est ça ce que Becky Lynch devrait viser. Becky Lynch pourrait devenir potentiellement la Steve Austin féminine, cette espèce de catcheuse qui s'en fout totalement de tout et qui est juste là en fait pour être championne et pour péter des gueules. Je veux dire, ça avait tellement bien marché pour Steve Austin, et c'est le genre de comportement qu'on ne retrouve plus aujourd'hui à la WWE, et ce qui est cool en fait avec Becky, c'est qu'au final ça a été naturel, parce que c'est réellement elle en fait. Pour ceux qui avaient écouté ses interviews en début d'année 2018, en fait elle se plaignait un petit peu de ne pas être utilisée et de ne pas être mise en avant, et justement elle réclamait le fait qu'on mise sur elle, parce qu'elle disait que si on misait sur elle, elle choquerait les gens. Et putain, qu'est-ce qu'elle a choqué les gens. Donc pour revenir sur cet épisode de Raw où elle a attaqué Ronda Rousey en coulisses, je veux dire, donc après elle débarque sur le ring, et donc là comme on le sait, elle s'est fait péter la gueule avec une grosse patate de Nia Jax, la pauvre Nia Jax qui ne s'améliore toujours pas malheureusement. Et là donc Becky Lynch s'est retrouvée avec le nez cassé, une commotion cérébrale et la gueule en sang. Et malgré ça, elle a terminé le show et elle était juste impressionnante comme jamais en fait. C'était une bête en fait, c'était vraiment The Man, The Champ comme elle s'appelle. Ce côté dangereux avec le sang sur le visage, honnêtement ça a tellement apporté quelque chose ce moment. Donc moi c'est ça ce que j'aime aussi à la WWE et dans le catch en général, c'est voir des gens parfois sur lesquels tu vas pas forcément miser et qui explosent d'un coup de nulle part, j'ai envie de dire. Parce que vraiment moi Becky Lynch je pensais pas que ça allait devenir une telle superstar. Par contre beaucoup de catcheurs en parlaient, c'est quelqu'un qui est clairement apprécié par les catcheurs en coulisses, ce qui fait que des gars comme les Good Brothers ou encore Finn Balor n'arrêtaient pas de dire que Becky Lynch mérite plus. Et au final clairement ils avaient raison, je veux dire ce que nous donne Becky Lynch actuellement c'est magnifique. Et donc pour revenir sur ce que je disais par rapport à Ronda Rousey, actuellement le main event de WrestleMania 35 pourrait être Becky Lynch contre Ronda Rousey. Mais en fait imaginez-vous en début d'année si on nous aurait dit que deux catcheuses pourraient main eventer WrestleMania 35, on aurait tous rigolé, parce qu'on aurait tous dit mais jamais de la vie en fait. De 1 ça a jamais été fait, et de 2 en fait on n'a pas de catcheuse actuellement, donc là on se positionne en début 2018, on n'a pas de catcheuses qui peuvent main eventer un pay-per-view je veux dire. Et regardez quelques mois plus tard où on en est. Je veux dire on a Ronda Rousey, on a Becky Lynch, on a Charlotte, on a Asuka qui est pas à ce niveau mais qui s'en rapproche on va dire. Malheureusement la pauvre a été mal bookée sur la majorité de 2018, mais c'est rattrapable. Du coup je veux dire rien qu'avec ces 4 catcheuses on a vraiment beaucoup de potentiel. Et à côté de ça je parle même pas encore des catcheuses qui doivent arriver de NXT, notamment Shayna Baszler, Jessamyn Duke et Marina Shafir qui forment les 4 Horsewomen avec Ronda Rousey. Donc je veux dire il y a tellement de développement possible pour 2019 que la division féminine je pense va devenir l'un des atouts majeurs de la WWE, et honnêtement ça c'était impensable. Donc bravo à Becky Lynch, bravo à Ronda Rousey et bravo à toutes ces lutteuses qui prennent de plus en plus d'importance à la WWE et qui parfois nous divertissent plus que les catcheurs même. Voilà, et donc maintenant on passe au numéro 2 de ce top 5, et donc là on va s'intéresser à la New Japan et particulièrement à Chris Jericho. Je saurais même pas expliquer à quel point en fait je respecte Chris Jericho et tout ce qu'il a accompli ces dernières années, parce qu'en fait Chris Jericho a prouvé tellement de choses et il a inventé limite un nouveau statut en fait de catcheur, les catcheurs qui font un petit peu ce qu'ils veulent, qui ne sont pas obligés d'être sous contrat avec la WWE et qui réussissent parfaitement même sans Vince McMahon et sans Triple H. Et donc en gros toute l'année 2018 de Chris Jericho a été magnifique, mais moi ce qui m'a particulièrement marqué c'est son match contre Kenny Omega à Wrestle Kingdom 12. Donc là on remonte vraiment au début d'année, donc Wrestle Kingdom en fait c'est le plus gros show annuel de la New Japan, c'est un petit peu le WrestleMania de la New Japan, et chaque année le show a lieu le 4 janvier. Et donc là en fait quelques semaines avant Wrestle Kingdom on a eu l'impensable. Alors que Kenny Omega était dans le ring après un match, d'un coup il y a une vidéo qui a été diffusée lors de l'écran et on a vu Chris Jericho apparaître. Chris Jericho à la New Japan. Franchement, c'était impensable et c'était une révolution en fait dans le monde du catch que de voir un catcheur qui a l'étiquette de la WWE d'un coup en fait aller à la New Japan. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu en fait à ce moment-là et quelque chose qu'on n'a toujours pas revu depuis en fait, parce que très peu de catcheurs osent quitter la WWE et se lancer sur le circuit indépendant ou alors au Japon. Mais Jericho a pris ce risque et surtout il a saisi une opportunité parce qu'il a senti en fait que ça va mener à de grandes choses. Et là moi en tant que fan j'ai eu ce sentiment que je reçois rarement en fait, cette espèce d'excitation que
t'as par rapport à un match, parce que c'est vraiment quelque chose d'inédit, c'est quelque chose que t'attendais pas du tout. En fait, il a ouvert les portes à un nouveau monde où on pourrait voir des stars américaines et potentiellement des ex-stars WWE à la New Japan. Et c'est pour ça que vraiment, du coup, je pense que Chris Jericho est un innovateur et qu'il a lancé une révolution au niveau du catch mondial. Et en fait, tout ça, ça a été la première étape de l'année magnifique de Chris Jericho. Du coup, il était à Wrestle Kingdom et il a affronté Kenny Omega. Et honnêtement, malgré le fait qu'il ait perdu le match, je veux dire vraiment, c'est pas le résultat qui compte, il nous a proposé un match magnifique. D'abord, son entrée qui était vraiment vibrante, sur sa propre musique de Fozzy en plus, donc ça vraiment c'est génial comme moment. Tu rentres sur une chanson que tu chantes toi-même. Et à côté de ça, en fait, il nous a livré un combat vraiment mémorable avec Kenny Omega. Je veux dire vraiment, c'était un très beau match, près de 40 minutes. Et à côté de ça, le match a reçu 5 étoiles de la part de Dave Meltzer. Je veux dire, c'est le premier match 5 étoiles de la carrière de Chris Jericho, et c'est après de 48 ans. C'est tout simplement incroyable de voir un mec en fait encore à ce niveau à cet âge-là. Et du coup tout ça a lancé une collaboration en fait entre Chris Jericho et la New Japan. Du coup il est réapparu plusieurs fois durant l'année et il a même remporté le titre intercontinental de la New Japan. Donc actuellement Chris Jericho est champion intercontinental de la fédération et il va défendre son titre dans une semaine lors de Wrestle Kingdom 13 face à Naito. Et du coup il a eu de très bons matchs face à Naito et face à Evil cette année à la New Japan. À côté de ça il est également apparu à All In, et surtout un autre truc révolutionnaire qu'il a lancé cette année, c'était la Jericho Cruise. Donc Jericho en fait a lancé sa propre croisière qui durait je crois 4 jours, où durant 4 jours en fait t'avais des concerts, t'avais des émissions de radio, des podcasts, et surtout t'avais des shows de la Ring of Honor et Impact Wrestling. À côté de ça il est apparu sur le show Being the Elite pour justement promouvoir sa croisière, et du coup on l'a vu pas mal délirer avec les Young Bucks etc. Je veux dire honnêtement je pense qu'il y a personne qui a fait autant de choses que Chris Jericho cette année pour le catch en général. Faut savoir que le fait d'apparaître à la New Japan n'a pas détruit ses relations avec la WWE. D'ailleurs il était au 25e anniversaire de Raw cette année, et il était également au Greatest Royal Rumble. Donc je veux dire actuellement en fait je pense que Jericho c'est tout simplement le gars qui profite le mieux du catch en fait. Il va à droite à gauche, il fait ce qu'il veut, il a son emploi du temps et il gagne beaucoup d'argent. À côté de ça le gars est un musicien qui rencontre pas mal de succès avec son groupe, et même son podcast Talk is Jericho, je veux dire pour les personnes qui écoutent ça, c'est un des meilleurs podcasts de catch tout simplement, et moi honnêtement je l'écoute chaque semaine. Donc franchement félicitations à Chris Jericho qui est en train d'écrire en fait sa légende. Le gars est un auteur aussi, je veux dire il a écrit des livres qui sont tout simplement géniaux. C'est rare en fait de trouver un catcheur qui a fait autant de choses pour le catch et qui surtout en fait je veux dire rend aux autres. Le gars ne pense pas qu'à lui, il va pas avoir peur de perdre quand il le faut, il va pas avoir peur d'être ridicule quand il le faut, parce que c'est Chris Jericho et aujourd'hui en fait il est intouchable. Donc respect vraiment Chris Jericho, et j'espère qu'il y a d'autres catcheurs qui vont oser suivre son chemin et quitter un petit peu la WWE pour tenter en fait autre chose, que ce soit la New Japan ou alors les ligues indépendantes. Parce qu'actuellement en fait à travers le monde il y a beaucoup de ligues indépendantes et il y a beaucoup d'argent à se faire. Et forcément si on a des catcheurs WWE qui osent sauter le pas et qui osent quitter la fédération pour se lancer sur ces ligues, ça va aider le circuit indépendant encore plus. Et donc justement en parlant du circuit indépendant, on arrive au numéro 1 de ce top 5. Et donc le numéro 1, l'événement qui m'a le plus marqué moi en 2018, c'est le show All In. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait All In est un show indépendant qui a été organisé par Cody Rhodes et les Young Bucks. Et c'était tout simplement un des meilleurs shows de catch de l'année. Et pour moi c'était le show le plus marquant en fait, parce que j'ai rarement attendu un événement de cette manière. Donc comme je vous en parlais, en fait le circuit indépendant est en plein boom ces dernières années, notamment grâce à des catcheurs comme les Young Bucks ou encore Kenny Omega, et aussi Cody Rhodes qui les a rejoints depuis maintenant 2 ans et qui est devenu la superstar en fait du circuit indépendant, le champion de la Ring of Honor et également champion des États-Unis à la New Japan. Et en fait c'était vraiment super intéressant de suivre l'évolution de Cody sur le circuit indépendant, parce qu'au départ il y est un petit peu allé en se tâtant en fait. Il arrivait dans un territoire inconnu, je veux dire un territoire qu'il ne connaissait pas. Lui toute sa carrière a été faite à la WWE, et du coup là il fallait qu'il prouve qu'il sait faire autre chose que le catch type WWE, et surtout qu'il a vraiment un charisme de main eventer, qu'il a les épaules pour être main eventer. Et clairement en fait Cody Rhodes l'a prouvé en devenant un des plus grands noms du monde du catch, et il commençait à avoir cette idée en tête d'organiser un show dans une arène de 10 000 personnes, et il arrêtait pas de conseiller à la Ring of Honor d'essayer de le faire, d'essayer de prendre ce risque, parce que selon lui ça allait payer. Du coup un fan a demandé sur Twitter à Dave Meltzer, le grand journaliste américain, s'il pensait que c'était possible pour la Ring of Honor ou Cody Rhodes de remplir une salle de 10 000 personnes. Et Dave Meltzer a très sèchement répondu non, clairement pas pour le moment. Et en fait à ce moment-là, Cody Rhodes a répondu sur Twitter, ok, pari tenu. Donc au début on ne savait pas trop de quoi il parlait, et au bout d'un moment en fait ils ont annoncé que le 1er septembre, donc les Young Bucks et Cody Rhodes vont organiser un show à Chicago au Sears Center, ce qui peut accueillir donc plus de 11 000 personnes, et ce sera en gros le plus gros show indépendant de ces dernières années. Et donc pour ceux qui suivent justement
justement le circuit indépendant, la Ring of Honor, la New Japan, vous savez en fait à quel point les fans de catch sont vraiment derrière le Bullet Club, ou ce qu'on peut appeler The Elite maintenant, et que ces fans vraiment soutiennent et admirent les Young Bucks, Kenny Omega, Cody Rhodes, Marty Scurll, Adam Page, etc. Du coup c'était vraiment une grosse annonce pour le monde du catch, mais il fallait voir ce que ça allait donner. Et donc il y a eu une conférence de presse, je me rappelle plus exactement de la date, je dirais que c'était vers avril ou mai, mais j'en suis plus sûr exactement, et à la suite de la conférence de presse, les billets ont été mis en vente, et ce qui était incroyable et historique, c'est que tous les billets pour le show se sont vendus en moins de 30 minutes. 11 263 places très exactement qui ont été vendues à peu près en 22 minutes. C'est tout simplement jamais arrivé en fait dans l'histoire du catch indépendant, et apparemment c'est la première fois depuis plus de 20 ans qu'un show indépendant arrive à réunir plus de 10 000 personnes. Donc voilà, je veux dire, c'était tout simplement historique comme moment, et à partir de là, on savait en fait qu'on allait s'attendre à un gros show, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait tout un week-end où autour de ça, il y avait des événements, il y avait des interviews, il y avait des enregistrements de podcasts, etc. En fait, le Jericho Cruise et All In, c'était 2 week-ends pour les fans de catch qu'il ne fallait pas rater cette année, si vous pouviez vous les permettre. Et donc le 1er septembre, on a eu le droit à ce show qui tout simplement en fait a été magnifique. Ce qui était incroyable, c'est que pour des gars qui ne sont pas producteurs, qui n'ont jamais produit un show de leur carrière, il y a eu zéro problème durant le show, que ce soit au niveau de la production ou de la réalisation. Parfois en fait à la limite on n'entendait pas les commentateurs très bien, mais honnêtement c'est un détail. Le show était parfait en fait au niveau de la qualité visuelle, et à côté de ça le contenu était super. On a eu le droit à une très bonne carte. Moi personnellement je sais que le match entre Pentagon et Kenny Omega m'avait vraiment marqué. J'ai adoré aussi le main event, même si malheureusement ils avaient dû raccourcir le match parce qu'en fait ils n'avaient plus assez de temps à la fin, mais ils ont quand même réussi à tout placer. Et je veux dire, ils avaient réussi à avoir un main event où dedans t'avais Rey Mysterio, Bandido et Phoenix. T'avais vraiment en fait un mix des meilleurs catcheurs de la New Japan, de la Ring of Honor, des ligues indépendante, et même Chris Jericho qui était présent à All In, ce qui fait que c'était un show historique. Mais ce qui est bien, c'est que les catcheurs ne vont sûrement pas s'arrêter là. Comme je vous en ai parlé en fait récemment dans plusieurs news catch, en fait apparemment Cody Rhodes et les Young Bucks sont associés à un milliardaire pour lancer leur propre fédération, la AEW. Du coup ils ont déposé plusieurs marques en fait en relation à la AEW, la All Elite Wrestling. Et il est possible qu'on ait le droit à une nouvelle fédération de catch qui en plus aurait beaucoup d'argent en 2019. Donc par contre je tiens à préciser que pour le moment ce sont des rumeurs, et comme on sait dans le catch tout est possible. Donc qui sait, peut-être qu'en fait tout ça c'est une fausse piste, peut-être que les Young Bucks, Cody et Kenny Omega ont déposé ces marques pour en fait détourner notre attention, et qu'au final ils seront tous présents au Royal Rumble 2018 à la WWE. On sait jamais en fait dans le monde du catch, mais personnellement j'ai pas l'impression que les membres de The Elite vont aller à la WWE. J'ai l'impression en fait qu'ils ont envie de continuer cette révolution dans le monde du catch et de tenter quelque chose de nouveau. Alors vraiment je veux dire, ce serait incroyable d'avoir une nouvelle fédération, en plus avec un milliardaire derrière qui pourrait lancer vraiment un gros projet en 2019. On pourrait rêver en fait de voir les catcheurs mal utilisés de la WWE qui signeraient à la AEW. À côté de ça, ils pourraient nous ramener des catcheurs indépendants, des catcheurs de la New Japan, des catcheurs du Mexique, et en gros nous créer une vraie seconde fédération intéressante, un choix alternatif à la WWE aux États-Unis en fait. Comme dit, pour le moment en fait le but n'est pas de concurrencer la WWE, et faut arrêter de parler de ça. Je veux dire, une fédération qui va à peine naître en 2019, c'est pas son objectif que de concurrencer la WWE. Là son objectif c'est tout simplement de se créer et de vivre. Quand tu lances une société au début, tu ne vises pas à battre le leader dès tes débuts en fait. Au début tu vises tout simplement à t'installer, à t'implanter, faire du chiffre d'affaires et vivre. Je veux dire, la WWE est implantée dans plus de 50 pays, elle passe sur des dizaines de chaînes à travers le monde, dans des dizaines de langues différentes. La WWE, personne ne peut concurrencer avec, donc ça en fait faut arrêter de rêver par rapport à ça. Par contre, avoir une alternative et avoir un second show de catch chaque semaine, ça pourrait être cool. Donc voilà, personnellement en fait j'ai très hâte de voir ce qui va découler de All In et ce qui va se passer en 2019 pour les membres de The Elite. D'ailleurs ils devraient faire des annonces par rapport à leur futur lors de l'épisode de Being The Elite le 1er janvier 2019, donc c'est dans 2-3 jours. Dans 2-3 jours on devrait être fixé par rapport au futur des Young Bucks et Cody Rhodes. Donc vraiment j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire, et bien entendu je vous en parlerai dans des news sur la chaîne. Donc voilà pour les 5 événements qui m'ont le plus marqué cette année en 2018. J'ai essayé aussi de vous citer donc les catcheurs qui m'ont le plus marqué, comme Becky Lynch, Ronda Rousey, Daniel Bryan, mais également tous les autres catcheurs dont je vous ai parlé dans cette vidéo, comme Chris Jericho, Cody Rhodes, les Young Bucks, Kenny Omega, Kazuchika Okada aussi que j'ai pas cité mais qui a fait une superbe année à la New Japan, où il a essayé de se remettre en fait de la perte de son titre, et c'était vraiment intéressant à suivre. Et à côté de ça, juste pour le citer parce que je pensais pas le revoir à ce niveau, mais le parcours de Hiroshi Tanahashi cette année à la New Japan, j'ai adoré suivre ça, parce que vraiment c'est la superstar qui revient au top et qui se bat comme jamais, et honnêtement il nous a sorti de très grands matchs, et en plus il a l'appui de la foule, donc j'ai vraiment très hâte de voir le main event de Wrestle Kingdom 13 entre Tanahashi et Kenny Omega, et j'ai l'impression que Tanahashi va remporter le match.
Par contre, et là je viens de m'en rendre compte, c'est vrai que j'ai pas cité beaucoup de catcheurs à la WWE. J'ai cité Daniel Bryan, mais sinon j'ai surtout parlé des catcheuses et des ligues indépendantes. Donc je vais quand même citer des mecs comme Seth Rollins, qui par exemple a été le meilleur catcheur pour moi de la WWE cette année. Par contre, le problème c'est qu'il avait pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent. Quand t'as pas de titre à remporter, vu que le titre n'est jamais là, et qu'à côté de ça les rivalités n'étaient pas phénoménales, bah malheureusement t'as beau être un super catcheur, tu seras pas dans les meilleurs moments de l'année. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire les moments qui vous ont le plus marqué vous dans les commentaires. Et pour info, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai sorti un nouvel unboxing hier, c'est l'unboxing WrestleCrate du mois de décembre. Donc c'est une box en fait où j'ai reçu plein de goodies en rapport avec le monde du catch, notamment avec des t-shirts, des DVD, des photos dédicacées, des autocollants, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la vidéo, comme d'habitude je vous mets le lien juste à gauche et dans la description. On se retrouve ce week-end sûrement pour des news. Ciao tout le monde!